quand même, après 2 années de pandémie, refaire un festival de cinéma, ça fait du bien. Bonjour à tous, le 21 et 22 mai, j'étais présent à la 13e édition du festival Bloody Weekend. Alors qu'est-ce que c'est le festival Bloody Weekend? C'était un festival créé par Loïc Bugnon, dédié au cinéma d'horreur, donc voilà, un genre que j'affectionne tout particulièrement. C'était à Audincourt, donc juste à côté de Montbéliard, et donc c'était la 13e édition. J'y étais déjà il y a 3 ans, j'avais fait une vidéo, je vous renvoie si vous ne l'avez pas encore vu, et ces 2 dernières années, il y a eu le Covid, le festival ne s'est pas fait, donc c'est revenu cette année, ça fait plaisir, c'est vraiment Loïc Bugnon avec toutes les galères qu'il a eues, il le mérite. Et il y a eu un petit changement parce que d'habitude le festival durait 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Sauf que je pense au niveau de la pandémie, le fait peut-être que la mairie l'a un petit peu fait chier, il n'y a eu que 2 jours cette année. Ce qui fait aussi qu'il n'y a pas eu la compétition court-métrage. Parce que d'habitude, il y avait ça. Ce n'est que partie remise. Si la situation sanitaire s'améliore, je pense que l'année prochaine, on reviendra à 3 jours et que du coup, la compétition court-métrage sera de nouveau présente. Malgré tout, même si on a eu que 2 jours, on a quand même eu 2 jours bien chargés avec plein de séances, plein d'invités, d'autres activités à côté. Donc clairement, on n'avait pas de quoi s'ennuyer. Moi, ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est que du coup, j'ai eu la chance de rencontrer certains confrères youtubeurs que je connais depuis des années, qu'on ne s'était jamais vu en vrai parce que c'était surtout par caméra interposée ou par live, parce que chacun vivait dans 4 coins de la France et d'ailleurs aussi. Et donc du coup, ça m'a fait plaisir qu'on se rencontre tous ensemble. Il y avait le beau parleur du cinéma qui était là, il y avait les oubliés du cinéma d'horreur, il y avait Dom de la chaîne Toi Rire House, il y avait Az l'épouvantail, mais lui c'est différent parce qu'il était invité au festival, parce qu'il avait fait une conférence, on va y venir juste après. Il y avait aussi les membres du Boulevard du Cinéma qui étaient présents. Ils ont aussi une chaîne YouTube où ils parlent de cinéma de genre. Et eux, c'est un petit peu normal parce qu'en fait, ils avaient leur stand, puisque en fait, à la base, ils ont un magasin sur Paris qui s'appelle le Metaluna Store. Donc voilà, c'était normal de les avoir. Au niveau des animations, comme d'habitude, outre les séances, on a aussi le bâtiment principal où on avait plein d'exposants. Donc plein de personnes qui étaient là pour proposer un petit peu leurs produits par rapport au cinéma d'horreur. Donc certains qui vendaient des DVD, des Blu-ray, d'autres qui avaient des stands de maquillage, des objets de collection. Bref, il y avait plein de trucs, il y avait plein de stands, c'était vraiment sympa. À côté de ça, donc du coup, on avait des cosplays, on pouvait faire des photos, on avait aussi un concert du groupe Phoenix et on avait aussi un concours pour la meilleure Scream Queen. Bref, voilà, clairement, niveau animation, on n'avait pas de quoi s'ennuyer. Au niveau des séances, donc du coup on avait on avait des conférences, on avait des films et on avait aussi des documentaires aussi. 2 documentaires, un qui s'appelait, réalisé par Melvin Z, qui s'appelait Archaeologist of the Westland, qui était un documentaire sur la saga Mad Max. Vous savez, une saga que j'affectionne plus particulièrement. Donc du coup en fait il avait visité l'Australie, qui avait un musée sur la saga Mad Max. Donc du coup il était sur les lieux de tournage, bref c'était assez impressionnant. Et on avait aussi le critique Jean-Baptiste Toré, qui est critique chez les Cahiers du cinéma, si je dis pas de bêtises, qui avait fait un documentaire Soupir dans un corridor lointain, un documentaire sur le réalisateur italien Dario Argento, donc le maître du giallo. Et en fait, il y avait, outre des images d'archives, il y avait 2 interviews, une qu'il avait fait je crois en 1999 et une autre je crois en 2020-2021, donc presque 20 ans d'écart, et c'était sympa de voir un petit peu la vision que Dario Argento avait eue en 20 ans d'écart, comment il revenait un petit peu sur sa filmographie. C'était très théorique, mais néanmoins très intéressant. Au niveau des conférences, on avait un mec qui s'appelait Gilbert Klein qui faisait une conférence sur les dérives sectaires, donc en gros sur les droits de l'homme et le droit de renoncer à son droit. J'étais pas présent, je me demandais un petit peu ce que ça foutait là pour le festival, mais on m'a dit que c'était plutôt pertinent comme point de vue, donc voilà, pour ceux qui y étaient, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. On avait donc Az l'épouvantail, donc le youtubeur Az l'épouvantail, qui était là pour faire une conférence sur le cinéma d'horreur en 2022. Et donc du coup c'était assez sympa parce qu'il y avait le maître des cérémonies, on va dire, qui était là un petit peu pour lui questionner, qui lui était plus dans le c'était mieux avant, et Az qui était toujours là un petit peu pour dire oui c'était sympa ce qu'on avait avant, mais il y avait aussi de la merde. Et le cinéma d'horreur en 2022, si on reste que sur le cinéma américain, oui, c'est pas très intéressant. Par contre, aujourd'hui, avec toutes les plateformes de streaming et voilà, un cinéma vraiment varié, que ce soit, je sais pas, la Corée du Sud, le cinéma espagnol, le cinéma africain aussi qui commence à se développer, on peut découvrir des petites pépites.
beaucoup plus facilement avec tout ce que j'ai dit, les sites de streaming et tout ça, ou les trucs genre Netflix, Shadows, qui nous permettent un petit peu de découvrir des petites séries B qu'on n'aurait pas eu la chance de découvrir il y a 20-30 ans, où bah, c'était plus le marché vidéo qui primait, et voilà, c'est un marché qui n'existe plus malheureusement. Donc c'était plutôt pertinent, et dans l'ensemble je suis assez d'accord avec lui, au contraire, parce que moi bien sûr je suis toujours dans l'aspect un petit peu nostalgique, mais je suis pas du genre à chier sur ce qui sort aujourd'hui. Au contraire, moi je veux toujours qu'on puisse, on peut encore renouveler le cinéma, on peut encore renouveler un genre qui malgré tout est ultra codé. Donc clairement c'était très intéressant, ça, on pouvait un petit peu débattre avec lui, donc clairement c'était sympa. Ensuite niveau invité aussi, on avait l'acteur Abdel Kissi, qui est un acteur assez musclé, qui est un pote à Jean-Claude Van Damme. Ils avaient tourné ensemble par exemple dans Le Grand Tournoi, qui nous présentait des extraits un petit peu de son nouveau film qui s'appelait L'Opale l'Envoûteur, Libère l'esprit de ton âme, co-réalisé par Albert Ernest Tembo et Abdel Kissi lui-même. Donc du coup ça a l'air d'être un petit peu un thriller avec quelques petites touches un peu fantastiques. Si tout se passe bien, normalement il devrait sortir en août. Alors je vais pas vous le cacher, on a pu voir des extraits, c'est pas trop ma came. Au niveau de la mise en scène, ça m'intéresse pas trop, donc peut-être j'y jeterai un coup d'œil si j'ai le temps, mais voilà, normalement ça devrait sortir en août, septembre dans les salles. Ensuite niveau film, on avait Super Z, qui est réalisé par Julien Devolt et Arnaud Tabarly, qui est une comédie française avec des zombies. Clairement c'est pas mal du tout. Alors la première moitié est assez fun et assez originale clairement, et je trouve par contre que la deuxième partie traîne un petit peu en longueur, et à ces moments c'est assez répétitif, mais ça restait assez plaisant. Le film dure pas très longtemps, je crois 1h20, et ça a été annoncé qu'il sortira en salle aussi le 31 octobre, le jour d'Halloween. Même s'il a des défauts, ça restait plutôt plaisant à voir. Et puis le fait qu'on a tellement peu de films de zombies en France, ne serait-ce que pour soutenir le cinéma de genre dans l'Hexagone, ça vaut le coup. Et puis comme j'ai dit, voilà, un film de zombies français, c'est tellement rare. Donc non, clairement je vous encourage à aller le voir. Ensuite on avait la présence de l'actrice Emmanuelle Escourou, qui nous présentait un petit peu son film qu'il avait fait connaître, Baby Blood, réalisé par Alain Robach, sorti en 1990, considéré un petit peu comme le premier film gore français. C'était vraiment intéressant, j'avais adoré ce film, et d'ailleurs le film devrait bientôt sortir en DVD Blu-ray, donc clairement ça vaut le coup si vous aimez le cinéma de genre. Vraiment je vous le conseille. Je crois qu'il avait été récompensé à Germay grâce à un petit peu un point d'invite, le point de Wes Craven, qui avait adoré le film et qui s'est dit non, il faut le mettre en compétition, et donc du coup il avait été récompensé pour ça. Où en gros ça racontait une femme qui tombait enceinte par une créature un petit peu d'origine inconnue, on va dire, et le film en fait jouait sur leur relation. En fait ils réussissaient à communiquer ensemble, et la créature, pour se développer, a besoin de sang. Donc du coup elle se devait de tuer des gens pour boire leur sang et nourrir son bébé. On avait Alain Chabat qui était dans l'un de ses premiers rôles, mais clairement super idée de mise en scène, vraiment intéressant, j'ai beaucoup apprécié, et je pense qu'un jour j'en ferai un Mister Cult. Donc je vais pas trop développer, comme j'ai dit il devrait sortir bientôt en DVD Blu-ray, et j'espère que vous pourrez vous le procurer parce que ça vaut vraiment le coup. Comme quoi du bon cinéma de genre en France, ça date pas que ces 20 dernières années, on a eu aussi quelques petites pépites, et ça permet un petit peu de les remettre au goût du jour. Ensuite c'était le samedi soir, on avait comme invité aussi Laurence Harvey, qui était connu pour avoir joué dans Human Centipede 2 et 3. Et en fait il nous présentait deux films auxquels il a tourné. Un fan film, Batman et Punisher, c'était un court métrage de 12 minutes qui était sympa, mais qui faisait un peu toc par moment, et Laurence Harvey jouait le pingouin. Et c'est dommage parce qu'au moment où ça devient intéressant, ça s'arrête. Voilà, c'est un court métrage de 12 minutes. Voilà, les tenues étaient sympas, même si comme je dis ça faisait un petit peu cosplay. Il y avait certaines idées visuelles plutôt fun, mais j'aurais rajouté 5-10 minutes en plus. Clairement, ça, comme je dis, au moment où ça devient intéressant, ça s'arrête, c'est dommage. Et donc, il était là aussi pour nous montrer Human Centipede 2. Et c'était en fait le truc, c'est que la saga Human Centipede, je les ai jamais vus ces films parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Et pourtant, j'aime bien le cinéma d'horreur, mais je suis pas plus fan que ça. Et en ayant vu Human Centipede 2, qui est considéré comme le pire des trois, ça me donne pas vraiment envie de la découvrir, cette saga. Comme j'ai dit, ça me dérange pas moi les films gore et trash, mais j'ai du mal un petit peu avec le message, et tu vois, c'est genre un petit peu, en gros tu suis un mec qui a un petit peu un problème mental, qui a un
kiffe, il regarde tout le temps Human Centipede 1, donc il y a un petit peu une mise en abîme, et il décide de faire lui-même un centipède humain, mais là où dans le premier il y avait que 3 personnes, là il veut en mettre une dizaine, donc c'est ultra gore, c'est ultra trash. Alors en plus on me disait à la base Human Centipede 2 il était en noir et blanc, nous on l'a eu en couleur, peut-être que ça perdait un petit peu de son aura on va dire, mais tu vois le fait que c'est un mec un petit peu à problème qui veut faire des trucs un petit peu dégueulasses, je trouve que ça, tu sais, ça a dénoncé un petit peu, genre regardez les mecs qui aiment le cinéma d'horreur, ils ont un problème dans la tête, et voilà, c'est vraiment un message un petit peu bâtard que je supporte pas. Tu sais, c'est comme on avait eu il y a 20-25 ans, un mec il avait tué sa femme parce qu'il avait regardé Scream. Voilà, j'ai vu Scream, ça m'a donné envie de tuer ma femme. Là, c'est pareil. Ah, j'ai vu Human Centipede, tiens, je vais faire pareil. C'est pas très gratifiant pour nous, fans d'horreur, quoi. Clairement, moi, je l'ai vu comme ça. Après, voilà, ça développe un petit peu des thématiques sur la nature humaine, mais c'est pas ma cam. Après, voilà, j'ai regardé le 2, on m'a dit que le premier est plus psychologique. J'aurais quand même la curiosité de regarder le 1 et le 3, même si le 3, on m'a dit que c'est le moins bon. Mais voilà, je les regarderai une fois par curiosité, mais c'est pas une saga, je vais me dire oh putain je vais me refaire les Human Centipede, ça va être trop bien. Non, je regarderai une fois et c'est tout. Et pour finir, on avait un slasher pour finir le festival le dimanche après-midi qui s'appelait Massacre au dortoir, sorti je crois en 1983, 84, un truc comme ça, co-réalisé par Stephen Carpenter et Jeffrey Orbo. J'aime bien les slashers, mais j'ai pas passé un mauvais moment, mais il est quand même assez oubliable. C'est plutôt soft. Enfin, il y a une ou deux morts, un mec qui se fait tuer à la perceuse, et une autre plutôt sympathique, mais clairement, même si vous êtes fan de gore, vous y trouverez pas spécialement votre compte. Et le seul truc que je pourrais noter, c'est la fin. Voilà, sans trop spoiler, mais même si franchement je ne conseille pas plus que ça, à moins d'être vraiment fan de slasher, où à la fin, c'est le tueur arrive à s'en sortir. Voilà. D'habitude, là où il se fait buter, où il s'échappe parce qu'il n'a pas pu tuer sa victime, là voilà, il tue tout le monde et il réussit à s'en sortir. Donc voilà, c'était plutôt osé. Mais niveau mise en scène, ça, je veux dire, il y a 30 minutes où il se passe pas grand chose, quoi. En gros, c'est des jeunes qui doivent nettoyer un bâtiment. Je crois ils sont étudiants et ils doivent nettoyer un bâtiment parce qu'il va être vendu. Je sais plus, ils vont construire des immeubles. Donc du coup, en fait, ils sont payés pour tout ranger et tout ça. Et durant le rangement, ils se font attaquer par un psychopathe. Comme j'ai dit, voilà, c'était clairement la mode des slashers vu le succès d'Halloween, sauf que n'est pas Carpenter qui veut. À certains moments, ça joue sur la suggestion. Alors comme j'ai dit, il y a quelques petits trucs, quelques petits plans gore, quelques petites idées visuelles plutôt sympathiques, mais ça vole pas très haut et non, clairement. Vraiment, j'essaye un petit peu de me remémorer quelques idées, mais à part la fin, il est oubliable ce film. C'est ce qui se faisait dans la norme. Vous savez, comme je dis, il y a un film qui cartonne, en particulier dans l'horreur. Ça y est, on va en faire plein. Halloween a cartonné, on a eu Vendredi 13, on a eu Carnage, on a eu plein de trucs comme ça. Et celui-là, il faisait partie. C'était pareil. Et il y en a qui sont vraiment bien, et d'autres qui sont un peu pourris. Et clairement, celui-là, il est un petit peu on va dire qu'il est dans la moyenne. Mais moyenne, je le regarderai pas, quoi. Et pour finir, qui dit festival, je ne suis pas rentré les mains vides, donc forcément j'ai eu mes petits achats. Et je me suis fait un petit peu plaisir. Il y en a certains aussi que j'ai gagné, donc je vais vous montrer ça. Donc on va commencer un petit peu avec les Blu-ray. C'était le chat qui filme, donc du coup ils avaient un stand. Donc je me suis acheté Le Retour des Morts Vivants, l'original de Dan O'Bannon. Je vous renvoie vers le Mister Cult que j'ai fait l'année dernière. Et il y avait Le Retour des Morts Vivants 3, qui est sorti aussi en Blu-ray. Donc réalisé par Brian Yuzna, donc très bon film. J'ai fait un Mister Q sur le premier, je devrais faire aussi sur le 3. Le 2 il est pas terrible, hein. Le 2 c'est un peu un copier-coller du premier, ça vaut pas très le coup. Mais le 3 il est vraiment intéressant, je devrais en faire une vidéo. Donc je les voulais énormément, donc clairement j'ai pas été déçu. Un classique du cinéma italien par le grand Mario Bava, La Baie sanglante. Le premier Giallo, en tout cas l'un des premiers, voilà, fait par le maître. Le Blob de Chuck Russell, alors ça c'est le remake parce qu'il y avait déjà eu un Blob dans les années 50, je crois que c'était avec les débuts de Steve McQueen, qui était je crois en 1951-52, qui s'appelait je crois Danger immédiat, un truc comme ça. Donc ça c'est le remake réalisé par Chuck Russell, que j'apprécie énormément. D'ailleurs je pense aussi pareil, je vais en faire un Mister Cult un jour. Clairement je joue excellent. Le coffret qui a été sorti l'année dernière, Reanimator, voilà. Bon ça, donc adapté librement d'une nouvelle de Lovecraft,
réalisé par Stuart Gordon, regretté, qui nous a quitté je crois il y a pas longtemps. Voilà, et en plus il y a plein de bonus. Vous savez que j'adore les bonus, en plus avec une version longue, parce qu'il y a la version cinéma de 83-86 minutes, et la version longue il y avait presque 15 minutes en plus. Yeah! Et plein de bonus, commentaires audio, documentaires sur Reanimator, des scènes coupées, des interviews, bref, l'analyse de la musique, bref. Un bon coffret, et celui-là je l'attendais depuis tellement longtemps, donc je ne suis pas déçu. Alors ça c'est pas un film d'horreur, mais c'est Beau Parleur qui me l'a conseillé. C'est Made in Hong Kong, réalisé par Fritz Chan. Voilà, il était là et je me suis dit tiens, j'en avais entendu un petit peu vaguement parler. C'est Fritz Chan, c'est quand même un bon réalisateur hongkongais qui est sorti en 97. C'est conseillé comme un film culte, c'est son premier vrai film. Voilà, c'est sur un petit peu les... ça se passe à Hong Kong, d'où le titre, avec une jeunesse un petit peu perdue qui se cherche. C'est un film vraiment coup de poing, voilà, dans le même veine un petit peu que, je sais pas, Trainspotting, la haine, un petit peu, voilà, c'était les films un petit peu vraiment sur la jeunesse un petit peu qui se cherche, et un film coup de poing que je vous conseille énormément. Vraiment pas, je regrette pas du tout mon achat. Quelques petits trucs aussi que j'ai gagné, parce qu'en fait, avant chaque séance, on avait droit à un petit quiz. Ils nous passaient des extraits, il fallait trouver le film, et Loïc Bugnon, il va me détester parce que j'étais tout le temps là. Je connais. Alors du coup, il y avait quelques DVD que j'avais reçus, mais comme maintenant, moi, j'ai une collection Blu-ray, du coup, j'en ai donné à mes confrères. Et mais il m'a quand même donné 2 Blu-ray. Alors j'ai reçu un film de Kevin Smith, Red State, qu'on m'a dit beaucoup de bien. Je crois que c'est un petit peu une sorte de Rape and Revenge là, avec 3 ados partent de retrouver une femme rencontrée sur internet pour un plan à 3. Ils vont atterrir dans l'église du révérend Cooper qui leur réserve un accueil des plus macabres. Ah, il y a John Goodman en plus. Il faudra que je le regarde celui-là. Et alors par contre, c'est série B voire série Z. Open Water, les abîmes de la terreur. Un film de requin quoi. Voilà, j'irai le regarder quand même pour le fun. Si au moins il y a des gens qui se font croquer, c'est toujours bon à prendre. Et j'ai reçu aussi un bouquin, La mouche, l'épidémie, tiré du film de David Cronenberg, où en gros ça se passe quelques années justement, des années plus tôt, alors qu'il tentait d'utiliser un tout nouvel appareil de téléportation. Le scientifique Seth Brundle, donc Jeff Goldblum dans le film, a été victime d'un terrible accident et s'est transformé en un hybride humain-mouche. À présent, son fils presque humain, Martin, continue à chercher un remède, mais ses efforts conduiront à quelque chose d'encore bien plus horrible. Donc ouais, ça reste dans la continuité. Je sais qu'en plus le film de Cronenberg avait une suite qui était pas terrible, donc peut-être que justement la BD sera beaucoup mieux, donc je jetterai un coup d'œil. Pas de t-shirt particulier, bon si, je me suis pris l'édition 2022 qui était vraiment belle, donc voilà, il n'y avait pas vraiment de t-shirt vraiment intéressant qui me plaisait cette année. Peut-être l'année prochaine on verra. Bon, j'ai juste pris voilà, le t-shirt de l'édition 2022 que je trouve très joli, donc clairement voilà, c'est tout. Pas d'autres t-shirts, comme j'ai dit, peut-être pour la prochaine fois. Et pour finir, je me suis quand même pris une affiche. Je sais que j'en ai beaucoup, mais bon, celle-là je l'ai vue, je dis il faut que je la prenne. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Bad Taste, réalisé par Peter Jackson. Pareil, comme j'ai dit avant avec le retour des morts vivants. J'ai fait un Mister Cult, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans. Bref, je vous renvoie si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, c'est vrai que du Peter Jackson, j'en ai pas en affiche. Bon, il y a Le Seigneur des Anneaux, il y a King Kong, il y a Fantôme contre Fantôme, Brain Dead. Mais là, Bad Taste, en plus, l'affiche, elle est géniale, avec l'extraterrestre qui te fait un fuck, tu vois. J'adore juste l'affiche. Et voilà, clairement, j'adore ce film. Et donc, j'ai vu l'affiche. Je me tâtais parce qu'en fait, il y en avait 3 qui étaient pas mal. Il y avait celui-là, il y avait un truc sur c'était pas l'affiche du film, mais c'était Robocop. Très joli aussi. Et un autre sur Soleil Vert. Pareil, Soleil Vert, j'ai fait un Mister Cult dessus. Mais clairement, Bad Taste, elle m'a titillé un petit peu, alors du coup, je me la suis pris. Voilà, cette vidéo retour sur le Bloody Weekend 2022 est finie. Alors en fait, le truc aussi, c'est qu'à la base, je voulais faire un petit peu comme il y a 3 ans. En fait, je voulais un petit peu filmer l'événement. Sauf que quand je suis parti, à 20-30 minutes de Audincourt, je fais merde, je viens d'oublier ma caméra.
Donc c'est pour ça que du coup je fais le retour du Bloody Weekend dans ma chambre. J'aurais voulu justement amener ma caméra, faire des interviews, filmer vraiment l'événement, mais voilà, ça, c'est moi, je suis tête en l'air, j'ai oublié ma caméra, ça me fait chier. Ça n'est que partie remise, je referai ça l'année prochaine. Si en plus il y a plus d'invités, clairement ça peut être sympa. Donc voilà, mais c'était surtout un petit peu pour marquer le coup, montrer un petit peu les événements qu'il y avait eu cette année, les invités qui étaient là, les films qui nous ont été présentés. Et j'espère en tout cas que peut-être les gens qui ne connaissent pas le Bloody Weekend et qui aiment le cinéma d'horreur seront intéressés pour venir au Bloody Weekend l'année prochaine. Parce que comme j'ai dit, Loïc Bugnon, c'est la 13e édition, il a créé un super festival et clairement il mérite plus de soutien et que justement si ça peut aider un petit peu à développer le festival, n'hésitez pas, j'espère que vous serez nombreux, que vous serez intéressés à venir au Bloody Weekend l'année prochaine. S'il n'y a pas de pandémie qui revient, on croise les doigts, on veut la 14e édition l'année prochaine, on y croit. Et en tout cas, si tout se passe bien, je serai présent, donc clairement ça sera aussi l'occasion un petit peu de voir les gens, de voir des connaisseurs autour de l'horreur et discuter, donc comme cette année. Donc ouais, c'était vraiment plaisant, j'ai passé un super week-end. Comme d'habitude, quand tu t'amuses, ça passe trop vite. Mais ouais, non, on se retrouve l'année prochaine. La vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu, on like, on partage comme d'habitude. Passez une bonne journée, allez voir des films, ciao.